Chaque nuit, c'est un peu le même voyage. On plonge dans un monde qu'on a l'impression de créer, mais sans vraiment le contrôler. Alors, le rêve, c'est juste un simple écho de notre journée ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en naviguant entre les cultures, la science et la philosophie. On a tous déjà eu ça, non? Un symbole qui revient tout le temps, un visage familier mais qu'on n'arrive pas à nommer. Mais au fond, d'où est-ce que ça vient, tout ça? C'est une question que l'humanité se pose depuis la nuit des temps. Essayons de voir ensemble les pistes qu'elle a explorées. Pour notre première étape, on va faire un grand bond en arrière. À une époque où les rêves n'étaient pas du tout vus comme une création de notre esprit, mais plutôt comme des messages qui venaient de bien plus loin. L'idée de base, qu'on retrouvait dans plein de civilisations, c'était que pendant le sommeil, on devenait une sorte de récepteur. L'esprit ne créait rien, non, il recevait. Il captait des infos en provenance d'un monde spirituel ou même divin. Et ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point cette croyance était partagée. Dans le vaudou haïtien, on pense que le guo-bon-ange, c'est-à-dire l'âme, part en voyage pour aller chercher des infos. Chez les Congos, le Nzodzi, la conscience du rêve, est une véritable porte d'entrée pour communiquer avec les esprits. Et même en Europe, les mystiques scrutaient le ciel et surtout la lune pour trouver la clé des rêves qui prédisent l'avenir. Les anciens Grecs, et c'est intéressant de voir que les peuples Congo avaient une idée similaire, avaient déjà une approche assez fine. Ils ne prenaient pas tous les rêves pour argent comptant, loin de là. Ils faisaient le tri entre les songes fiables, qui passaient par la porte de corne, et les illusions, les mensonges, qui venaient de la porte d'ivoire. C'était déjà une façon assez poussée de séparer le bon grain de l'ivraie. Dans la tradition islamique, c'était encore une autre dimension. L'interprétation des rêves, c'était une discipline sacrée, une science à part entière, aussi sérieuse que la médecine. Le boulot de l'interprète, c'était de déchiffrer des messages divins qui étaient codés, un peu comme un médecin qui analyse des symptômes pour trouver l'origine d'une maladie. Et puis, arrive le XXe siècle. Et là, c'est un changement total de perspective. La source des rêves n'est plus cherchée à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Voilà la question qui va tout changer. C'est le point de bascule. On passe d'une vision mystique à une exploration de notre propre psyché, une sorte de cartographie de nos profondeurs intérieures. Pour Sigmund Freud, le rêve n'est plus un message divin, non. C'est un message qui vient de notre propre inconscient. C'est même, selon ses mots, la voie royale pour accéder à ce qui est enfoui en nous. Il y a ce qu'on se souvient au réveil, le contenu manifeste, et puis il y a ce que ça veut vraiment dire, le contenu latent. Alors, comment ça marche? Freud a théorisé ce qu'il a appelé le travail du rêve. Il faut imaginer une sorte de censeur, un gardien moral dans notre esprit. Ce gardien intercepte nos désirs les plus secrets, les plus inavouables, et il les transforme, il les déguise en symboles. Pourquoi? Pour qu'il puisse arriver jusqu'à notre conscience sans nous choquer. Le rêve, c'est donc une sorte de compromis hyper ingénieux. Après Freud, son élève, Carl Jung, va reprendre cette idée. Pour lui aussi, les rêves nous parlent, mais ils le font à travers un langage qui serait universel, celui des symboles. Pour Jung, le rêve a une fonction d'équilibre, de compensation. C'est un peu comme une boussole intérieure. Si dans notre vie de tous les jours on est trop dans le rationnel, le rêve va nous envoyer des images très fortes, très émotionnelles pour compenser. S'il nous manque quelque chose pour être complet, le rêve nous le montre pour qu'on retrouve une forme d'harmonie. D'accord, mais alors pourquoi ce langage est si souvent bizarre, si compliqué? Pour Jung, c'est un mécanisme de protection. Le rêve nous protège de vérités sur nous-mêmes qui seraient trop dures à encaisser. Il crypte le message pour qu'on puisse continuer à dormir tranquillement sans que la prise de conscience de nos propres défauts ne transforme tout ça en cauchemar. Et là où ça devient vraiment troublant, c'est que certains de ces symboles semblent traverser les âges et les cultures. Le chien noir comme signe de trahison, on le retrouve dans plein de folklores différents. Et puis, bien sûr, il y a les symboles freudiens qui sont devenus cultes, liés aux formes masculines et féminines, ou encore le fait de voler, qui peut vouloir dire tout un tas de choses. Et c'est là que ça devient, je trouve, absolument passionnant. Quand on met ces deux mondes côte à côte, le monde mystique et le monde psychologique, on découvre des parallèles assez bluffants. Cette phrase de Jung, elle est cruciale. Il nous parle d'une partie de notre psyché qui agit toute seule, de manière autonome, en dehors de notre volonté, de notre conscience. Et là, on se dit, attendez une seconde, une force qui échappe au contrôle de la conscience, ce n'est pas exactement ce que disaient les anciens? Eux aussi parlaient de messages venant d'un monde qui nous dépasse. Les mots changent, on parle de monde des esprits ou d'inconscient, mais l'idée d'une source de connaissance extérieure à notre contrôle conscient, elle reste la même. La structure est quasi identique, c'est fou. L'oniromancien de l'Antiquité, il décode un message venu des dieux. Le psychanalyste, lui, il décode un message venu de l'inconscient.
Mais dans les deux cas, on a un texte chiffré, un code secret à percer et un interprète qui est là pour révéler une vérité cachée. Au final, le point le plus important, c'est peut-être celui-ci. Qu'on parle d'un voyage de l'âme, d'un message des dieux ou d'un désir refoulé, on a toujours eu cette intuition que nos rêves sont importants, que ce n'est pas juste du bruit de fond, c'est un langage. Un langage qui, si on arrive à le déchiffrer, peut nous en apprendre énormément sur le monde ou sur nous-mêmes. Et cette quête de sens, elle nous amène à une pensée beaucoup plus vertigineuse, du mystique Ibn al-Arabi. Et si la réalité elle-même n'était qu'un rêve à l'intérieur d'un autre rêve? C'est une question qui laisse songeur sur la nature de nos vies, qu'on soit éveillé ou endormi.